filière. 30 000 tonnes de cette variété sont attendues pour l'année 2016. Et puis dans la série consacrée à l'élevage, nous allons revisiter l'histoire de plusieurs passionnés de l'aviculture. Le célèbre Diallo Pic, un éleveur d'oiseaux dont le nom a été donné à une rue de la ville de Thiaroye, et le jeune Pape Bakary Koli qui livre 20 000 poulets par an après avoir débuté avec seulement 30 sujets et 12 000 francs en guise de capital. L'aviculture, une filière en plein essor, pourvoyeuse d'emploi, est à la une ce soir. Ramadan, le spirituel prend le dessus sur le temporel. Nous sommes dans les sonorités religieuses et la période est jugée faste pour ceux qui chantent les louanges du prophète de l'islam. C'est le reportage du jour avec Aram Dao, à côté de celui que nous vous proposons dans la rubrique santé et qui s'intéresse aux jeunes des personnes du troisième âge. À suivre également la tonique Ramadan de Seydina Alun Gigo. Bienvenue et bonsoir à tous. Encore une fois, nous débutons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la République. Lecture avec Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 22 juin 2016 à 11 h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la place primordiale des organisations paysannes, dans la modernisation de l'agriculture, le chef de l'État rend un vibrant hommage à l'ensemble des producteurs, notamment les agriculteurs, les pasteurs et pêcheurs, pour leur contribution remarquable au développement économique et social du pays. En ce début d'hivernage, il leur adresse ses encouragements et leur réitère son engagement à améliorer durablement leurs conditions de travail et son ambition de moderniser le système national de production afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire des populations. En effet, au regard du développement notable de la mécanisation, des modes de production, des métiers et marchés financiers agricoles, il convient de veiller à la rénovation du dispositif d'encadrement du monde rural et à la promotion de l'émergence d'un mouvement coopératif agricole cohérent dans sa structuration responsable et performant dans la prise en charge des filières crédibles dans la conduite opérationnelle et la supervision de la viabilité économique du secteur. Dans cette perspective, le chef de l'État demande au gouvernement de finaliser avant fin décembre 2016 le processus consensuel de mutualisation des organisations paysannes et d'expérimenter le nouveau système d'accompagnement des regroupements de producteurs au niveau des domaines agricoles communautaires DAC et des fermes de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA. Abordant par ailleurs le bon déroulement de la présente campagne agricole 2016-2017, à travers la matérialisation effective de toutes les décisions techniques et financières validées, le chef de l'État invite le gouvernement à veiller scrupuleusement à la répartition optimale sur l'ensemble du territoire national des intrants, matériels et financements agricoles. Le président de la République demande en outre au Premier ministre d'accorder une attention particulière à la mise en œuvre diligente du plan de modernisation de Suneor avant l'ouverture de la prochaine campagne de commercialisation agricole 2016-2017. Le chef de l'État exhorte enfin le gouvernement à assurer, dans la perspective de la réforme foncière, l'ancrage durable d'une véritable économie agricole en parfaite corrélation avec la politique industrielle et invite le Premier ministre à finaliser la réforme des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture avant fin juillet 2016. Poursuivant sa communication autour des enjeux et défis de l'économie numérique, le président de la République rappelle au Premier ministre l'impératif de faire adopter dans les meilleurs délais autour du concept Sénégal numérique la stratégie nationale de l'économie numérique adossée à un développement industriel et qui accorde une place primordiale au secteur privé national. Dans ce cadre, le chef de l'État exhorte le gouvernement à déployer un plan d'équipement informatique adéquat des écoles et universités, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur par l'intensification de l'aménagement numérique du territoire et la promotion de partenariats innovants entre les acteurs privés et institutionnels du secteur. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le Premier ministre a axé sa communication autour de la solidarité nationale et du mode de réponse à travers les bourses de sécurité familiale avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale en mettant l'accent sur le conseil interministériel consacré à l'électrification rurale. Le ministre des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte de l'état de préparation de la campagne d'hivernage 2016. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a fait le point de l'état de préparation des vacances républicaines édition 2016. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Concluant le débat général, le président de la République exhorte le gouvernement à poursuivre les efforts importants menés dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants, notamment à travers la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de protection des enfants, la modernisation et le soutien au DARA. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi d'orientation pour la promotion de l'habitat social, le projet de décret relatif à la production, à la conservation, au traitement et à la commercialisation des peaux, fanères et cuir. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Bassirou Sène, conseiller des Affaires étrangères, principal de classe exceptionnelle, ambassadeur de la République du Sénégal en République française, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès des deux princes de la principauté d'Andorre et son Excellence, M. Johan Éric Vives Sicilia, coprince épiscopal, et son Excellence, M. François Hollande, président de la République française avec résidence à Paris. M. Chernian, conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, ambassadeur de la République du Sénégal au Japon, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence l'Honorable Sir Peter Cosgrove Ak, gouverneur général du Commonwealth d'Australie avec résidence à Tokyo. M. Chernian, conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, ambassadeur de la République du Sénégal au Japon, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du lieutenant-général le très honorable Sir Jerry Matparay, gouverneur général de la Nouvelle-Zélande avec résidence à Tokyo. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Un autre communiqué, celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à l'attention de l'opinion que les travaux de la revue technique du Code électoral ont été suspendus à la demande des pôles, des non-alignés et de l'opposition. Ceci argue le fait que le gouvernement a déjà déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi portant refonte partielle du fichier électoral. Il convient toutefois de rappeler que le principe de la refonte portée par le dit projet de loi remis à tous les membres de la commission technique de revue du Code électoral n'avait enregistré à la date fixée de commun accord du lundi 21 juin 2016 aucune objection ni orale ni écrite. Dès lors, se référant au calendrier de l'Assemblée nationale qui est en session unique jusqu'au 30 juin et eu égard au délai imparti pour la réussite des opérations de la refonte, le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale pour que le cadre légal soit fixé, tandis que les modalités pratiques de mise en œuvre de la dite refonte continueraient d'être discutées au sein de la commission technique de revue du Code électoral pour être formalisées dans le cadre d'un décret d'application. Néanmoins, informé de la situation, le gouvernement, soucieux de favoriser le dialogue politique qu'il a lui-même initié, a pris la décision de retirer le projet de loi pour permettre la poursuite des travaux. Cette décision a aussi été portée à la connaissance des pôles demandeurs de la suspension, relevant que la demande a été satisfaite. Le président de la commission de revue du Code électoral a constaté les faits et convoquera les acteurs dans les meilleurs délais pour la reprise des travaux. Signé Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toujours dans ce sillage, pour donner forme au dialogue national initié par le président de la République, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce la tenue dans les prochains jours d'un important forum pour amorcer les échanges qui seront axés sur les questions de la décentralisation, du développement local et de l'aménagement du territoire. Nous l'écoutons au micro de Hamidou Diop.
Le dialogue national n'est pas seulement un dialogue politique. C'est un dialogue qui traverse la société, qui traverse effectivement le pays et qui aborde toutes les problématiques. Parmi ces problématiques, il y a bien entendu la problématique du développement local, de la décentralisation, de la gouvernance locale. Et la préoccupation là est une préoccupation importante. C'est pourquoi, par rapport au dialogue lié au développement local, à la décentralisation et au développement, dès la tenue du pré-conseil interministériel sur l'évaluation de l'acte 3, un forum national sera organisé pour lancer le processus de ce dialogue sur le développement local, la décentralisation et l'aménagement du territoire. Ce forum va certainement nous permettre de déboucher sur un cadre permanent d'évaluation du dialogue en la matière. Je lance un appel à tous les acteurs pour la participation effectivement à ce forum. La date sera donc fixée et l'information sera largement diffusée afin que tous les acteurs se mettent autour d'une table pour aborder de manière très concrète les préoccupations liées au développement local, à la décentralisation, à la gouvernance locale, mais aussi à l'aménagement du territoire. 125 francs pour le riz ordinaire et 140 francs pour celui aromatisé. Ce sont là les prix au kilogramme du paddy fixés mardi par les acteurs de la filière riz de la vallée du fleuve Sénégal. C'était à l'occasion d'une rencontre spéciale qui s'est tenue à la délégation de Dagana, Lamine Touré. Une moissonneuse-batteuse en pleine activité dans la délégation de Dagana. La récolte du paddy bat son plein. La communauté paysanne se mobilise autour des résultats de la saison sèche chaude 2016. 300 000 tonnes sont attendues pour cette édition. Les contours du volet commercial sont déjà définis avec principalement la fixation des prix au kilogramme. En termes de fixation de prix, nous avions l'habitude de rester donc, dans cette salle jusqu'à 19h, 20h, 21h pour fixer le prix du paddy. Fort heureusement, le professionnalisme a gagné cette fois-ci, si bien qu'avant d'entrer donc dans cette salle, avec la concertation qui a été faite entre donc, les riziers et les producteurs, le prix a été déjà fixé, d'un commun accord avec un consensus. Et les prix qui sont affichés, c'est 125 francs CFA le kilo du paddy ordinaire, bord champ, et 140 francs le kilo du riz parfumé, sinon aromatisé, bord champ. Les acteurs de la filière riz ont fait preuve de consensus dès le début de cette rencontre, un consensus élargi aux contributions de l'État et de ses partenaires dans l'atteinte des objectifs fixés. 43 784 hectares ont été emblavés, comparé aux emblavures de la campagne de saison sèche de l'année dernière. Cela représente un bond de 21%. Ça veut dire que c'est un record et c'est la première fois dans l'histoire de la vallée qu'un niveau d'emblavure a été atteint pour une production qui est attendue et qui va tourner certainement autour de 300 000 tonnes de paddy. Si nous sommes arrivés donc à ces résultats appréciables, c'est grâce à la volonté de son Excellence le Président Macky Sall, mais également à l'engagement de notre ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, à travers les mesures qui ont été prises pour accompagner tous les acteurs de la vallée en matière de subvention des intrants, en matière d'aménagement et de réflexion des aménagements, en matière de mise à disposition des intrants à temps, mais également à tout l'équipement qui a été mis à leur disposition en matière de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de batteuses et de tracteurs. Aujourd'hui, les objectifs fixés sont énormes et les gens sont sur la bonne voie également pour les atteindre. S'agissant de la qualité du paddy, là aussi une assurance totale a été donnée aux participants à la rencontre.
Nous pourrons dire que nous sommes à moitié satisfaits dans la mesure où certains producteurs ont bénéficié du programme d'appui technique dans lequel il y a beaucoup d'agro-industriels. Il y a également la Fédération des périmètres autogérés et le projet Baïdoundé dans lesquels vraiment des producteurs relais qui ont été formés aux bonnes pratiques agricoles sont en train en fait de monitorer et de montrer aux producteurs voilà le chemin du bon riz. Donc par rapport à cela et à nos visites de terrain, nous sommes un petit peu plus rassurés. Pour la campagne hivernage 2016-2017, la SAED, le PRACAS entre autres compte mettre en valeur 50 000 hectares supplémentaires, des efforts considérables qui ont pour objectif la réalisation entière de l'autosuffisance en riz en 2017. Amélioration du climat des affaires au Sénégal. L'APIX déroule la communication sur l'effectivité des réformes en cours afin de mieux promouvoir l'investissement dans notre pays. Vous avez sans doute vu toutes ces affiches sur les grandes artères de Dakar. C'est l'esprit de tout un plan qui vise à vendre davantage la destination Sénégal à Wanyai. La communication sur les réformes de l'environnement des affaires au Sénégal est effective sur tous les axes de grand passage. Elle est la conséquence du travail acharné de l'administration et du secteur privé pour faciliter les investissements au Sénégal. À l'image de la création d'entreprises, elle est passée de 24 heures l'année dernière à 6 heures cette année. Au niveau de la création d'entreprises, il est possible aujourd'hui de créer son entreprise en 6 heures de temps à l'APIX. Nous avons enregistré sur la période janvier à mai 2015 un bond de 44%. En 2015, nous avions 4 793 entreprises créées et en 2016, sur la même période, nous avons enregistré 6 971 entreprises créées. Le transfert de propriété, le permis de construire, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats sont autant d'exemples. Au niveau de l'indicateur du permis de construire, nous avons affiché aujourd'hui, sur la base de statistiques fiabilisées, un gain de 65 jours grâce au guichet unique installé au niveau de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en plus des efforts consentis par la Sénélec. Au niveau de la justice commerciale, les délais de contentieux vont passer désormais de 740 jours à 500 jours, soit un bond de 32%. L'effectivité de toutes ces réformes fait gagner au Sénégal des points dans toutes les notations internationales, dont le Doing Business, et valorise le travail du secteur privé de toute l'administration dans le cadre des groupes de travail du Conseil présidentiel sur l'investissement coordonné par l'APIX. Nous parlons à présent de cette rencontre entre l'Alliance pour la République et une délégation du Parti communiste chinois. L'objectif est de raffermir les liens d'amitié entre les deux partis au pouvoir respectivement dans leur pays. L'APR, jeune parti, a beaucoup à apprendre du Parti communiste chinois qui compte près de 88 millions de militants. Cette conférence a été l'occasion pour les partis politiques au pouvoir chinois et sénégalais d'échanger sur les similitudes entre les deux structures. Points de concordance, expériences parfois différentes ont rythmé ces quelques heures d'échange. Les deux partis phares, que sont le Parti communiste chinois et l'Alliance pour la République, qui aujourd'hui est le cœur de la coalition qui est au pouvoir, se sont rapprochés à la hauteur quand même des relations d'État extrêmement favorables, extrêmement positives qui prévalent entre la Chine et le Sénégal. La Chine est aujourd'hui parmi nos principaux bailleurs, parmi les principaux porteurs du plan Sénégal émergent. Ces délégations du Parti communiste chinois séjournent donc à Dakar pendant 3 jours. Ils ont partagé avec les politiciens sénégalais qui se sont rendus pour la plupart en Chine les idéaux sur lesquels se fonde leur parti. Aujourd'hui, le Parti communiste chinois compte plus de 88 millions de militants. 95 ans d'existence, 67 ans de pouvoir et 88 millions de militants. C'est énorme. C'est saisissant, mais aussi ça prête à réflexion parce que c'est des modèles à suivre.
Maintenant, le PCC a des échanges comme ça avec plus de 600 partis dans le monde. L'objectif de ce séjour de la délégation chinoise est de raffermir les liens de solidarité entre l'APR et le Parti communiste chinois. Mesdames et messieurs, la série sur l'élevage ce soir, l'aviculture, l'activité est de plus en plus prisée au Sénégal. Plusieurs petites et moyennes entreprises se créent à côté des unités industrielles. Poulaillers, poussinières se développent ça et là. À Kayar et Diamniadio par exemple, l'élevage de poulets est en plein essor et c'est toute une chaîne qui tourne. Ibrahim Andong. La poussinière ou le berceau des poussins, c'est le lieu qui abrite les petits poussins dès leur arrivée dans les fermes. Mais avant, les aviculteurs doivent procéder à un tri. Éclosion bu amee c'est-à-dire fi ñuy def nen yi bu tojee éclosion bu amee. On ne prend pas n'importe quel genre de poussin quand on achète. dañuy tiré dañ ci tànn si gën a baax dañuy jël am na si nga xamante ni nag yooyu baaxul yooyu boo ko. On effectue un tri pour s'assurer de la bonne race. Kookale boo ko déggee loolu moo indi kookale comprendre nga dañ koy trier yi gën a baax ci kii bi. Dès leur premier jour, les poussins se caractérisent par une certaine vulnérabilité. La rigueur dans l'entretien devient alors une nécessité. Entretien bi moom comme ni nga ko gisee rek entretien moom hygiène moom moo ci jiitu parce que ginaar yi cuuj yi dañoo sensible. On est très regardant pour ce qui concerne l'environnement des poussins. cuuj yi bëgguñu yenn salte yi comprendre nga dañ ne sax cuuj yi fi ñuy nekk yow war nga mën a nekk ak ñoom foofu. Ici, la propreté est érigée en règle d'or. fii 5000 ginaar moo fi nekk 5500 xam. On a plus de 500 unités dans ce poulailler, d'où l'importance d'amoindrir les risques. mën na bañ a métti suñu côté ñun ñuy liggéey mais ñi nga xam ne ñoom ñooy def seen xaalis métti na seen côté. Ici, l'hygiène est donc classée en super priorité pour parer à toute éventualité. À cela s'ajoute une alimentation avec des moyens conséquents. 1 sac par jour. Sac nous a 15 000. Quotidiennement, on donne 20 sacs d'aliments pour 15 000 francs le sac. C'est énorme en termes de dépenses. L'alimentation aussi lu am solo la parce que ginaar yi moom bu ñu lekkul duñ màgg. L'alimentation doit se faire régulièrement, sinon les poussins ne vont pas grandir comme on le souhaite. waroo leen bàyyi ba ñu xiif lool soo leen a jox lekk. Au bout de 45 jours, les poulets sont bons pour la consommation. Ainsi, quitte-t-il l'unité de production ou la ferme pour l'abattoir de Diamniadio. tool yi dafa am ñoo xam ne ñooy suivre ginaar yi ñoo yor entretien beeg yëpp suñu jugee foofu su ginaar yi paree foofu presque 45 jours bu ñu paree foofu. Une fois que les poulets arrivent ici, au bout de 45 jours, nous on se charge du reste jusqu'à la livraison. Bon, à peu près, de 350, 500. Fini l'abattage, place à l'étape suivante, relative à la plumeuse. Seules quelques secondes suffisent pour faire le travail. Ensuite, les femmes entrent en jeu. Les poulets sont séparés en plusieurs parties. Cela fait 2 ans maintenant que je pratique ce métier. Je sépare les cuisses des ailes et après on fait l'emballage. Et enfin l'emballage. Le poids est déterminé avant de les mettre dans la chambre froide. Mais depuis que nous commençons à liggéey ba léegi moom blanc de poulet, aile de poulet, cuisse de poulet, même des poulets, ay qualité daa leen may jox. Notre collaboration a longtemps duré. J'achète des cuisses de poulet, des ailes, etc. Franchement, c'est de la qualité que je trouve ici. Non, lépp nice moom parce que ay professionnels leen daal ci ginaar yi moom wax dëgg fa yàlla. Un travail de chaîne qui se fait en parfaite harmonie. De la ferme à la livraison, tout est bien articulé pour avoir les résultats escomptés.
C'est l'histoire d'un Sénégalais, un jeune qui a piqué le virus de l'aviculture. Pape Bakary Koli a commencé à investir le secteur en 2002 avec 12 000 francs CFA comme budget et 30 sujets. Aujourd'hui, cet autre passionné de l'élevage produit quelques 20 000 poulets et ce n'est pas tout ce qu'il a dans ses coordonnées à Adja. Entraînement de ces pigeons voyageurs en vue d'une compétition prochaine. Voilà l'une des tâches quotidiennes de Pape Bakary Koli. Tout ce qu'il a dans la vie, il la doit à l'aviculture. En 2002, lorsqu'il commençait très jeune, son capital était de 12 000 francs CFA, avec à peine 30 sujets. Aujourd'hui, il met sur le marché près de 20 000 poulets par an. C'est une passion qui s'est progressivement transformée en profession. Les débuts étaient très difficiles parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas de formation, qui ne s'y connaissait pas, qui faisait de l'amateurisme, si je peux l'appeler ainsi. Et progressivement, avec la demande, j'ai senti la nécessité d'aller me faire former. Pape Bakary Koli capitalise plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le secteur. Aujourd'hui, il forme aussi des jeunes intéressés à l'aviculture, des stagiaires qui viennent ici pour compléter leur formation. Parmi eux, Mohamed Boudjabi, qui souhaite installer une ferme avicole en Casamance. Au sud, il n'y a pas quand même assez d'aviculture pour faire une subvention. Je pense aussi gagner beaucoup d'argent. Wali Moudigagne a par contre fini son stage. Il travaille maintenant avec Pape Bakary Koli. Aujourd'hui, ils accompagnent cette ferme avicole créée récemment. Avant l'arrivée des poussins, on est venu ici pour faire le diagnostic, pour voir est-ce que le bâtiment est bien aéré pour recevoir les poussins. Il y a le Centre national d'aviculture de Mbao qui est là, aujourd'hui qui s'appelle le CIMEL. En dehors de ça, il y a d'autres structures de formation. Par exemple, nous ici, on forme des jeunes. Vu que je suis formateur en aviculture, on les forme et après on les met à la disposition d'autres jeunes. Donc à la disposition des bailleurs, d'investisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à mettre l'argent, à mettre la main à la poche. Donc il y a des fermes aussi que nous suivons, où c'est nous qui leur donnons les poussins, l'aliment, le matériel et nous assurons aussi le suivi jusqu'à maturité. De plus en plus de jeunes s'intéressent donc à l'aviculture parce qu'il est rentable. Mais pour réussir dans le secteur, il faut de la patience et du dynamisme. C'est un métier qui est rentable, dans laquelle on peut s'y accrocher pour ne pas aller à l'extérieur. C'est un truc dont si on se concentre, on gagne le pays. Au niveau de la FAFA, où je suis, la Fédération des acteurs de la filière avicole, on se rend compte que l'effectif des jeunes dépasse largement les 60%. Donc c'est une filière qui est jeune, vu que les jeunes s'y intéressent, donc il faut les motiver à aller de l'avant. La filière est donc une alternative intéressante pour tout jeune entrepreneur, selon Pape Bakary Koli. Mais le secteur gagnerait à être organisé pour que cette rentabilité perdure. Son legs, des centaines d'oiseaux. Son nom, Elhadj Amadou Diallo ou Diallo Pitch, comme on l'appelle communément. Son histoire est intimement liée à cette espèce animale qui lui a tout donné et pour lequel il s'est entièrement consacré. Sa vie, celle de sa famille, se conjugue avec les plumes de ces oiseaux qu'il a chéris déjà à l'âge de 22 ans. L'homme est devenu tellement célèbre à Thiaroye, quartier où il habite, que l'une des rues porte son nom. Diallo Pitch, une passion pour la postérité, c'est tout un parcours que nous décrit Anne-Marie Gomis. Une habitude devenue une seconde nature. Cette même attention que Tierno et Oumi ont pour les membres de leur famille, ils l'ont aussi pour ces oiseaux, partie intégrante de leur univers. Ils font partie de notre famille. On a vécu avec eux, on a grandi avec eux. Donc là, chaque matin, bien que papa n'est plus là. Et oui, papa est parti il y a de cela 17 ans, un certain 5 mai 1999. Il s'agit de Elhadj Amadou Diallo, plus connu sous le nom de Diallo Pitch. Son histoire mérite d'être racontée. Il a quitté le Fouta à l'âge de 22 ans pour allier Dakar à pied, disait-il.
Il a eu à mener beaucoup d'activités, mais c'est l'élevage des oiseaux qui l'a propulsé. Notre père a acquis tous ses biens grâce à l'élevage des oiseaux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit l'adage. Un vieux dicton qui colle parfaitement avec l'itinéraire de l'homme. Avant de trouver sa voie, Diallo Pitt s'est essayé à beaucoup d'autres activités, sans succès. Il vendait, comme vous voyez là dans les rues, les gens qui ont les caisses vendant de porte à porte et rentrent dans les rues. C'est comme ça qu'il a commencé. Et après, il a même fait du transport en même temps. Et il nous disait que les cars rapides là, il en a fait et que lui, il avait acheté son propre bus. C'est lui qui faisait, comme on dit, l'apprenti. C'est lui qui encaissait. Et il y avait pris un chauffeur. Il a fait la pêche aussi. Diallo Pitt n'était pas seul. Pour arriver à ce success story, il a fallu l'aide de sa famille. C'est nous qui préparons à manger pour les oiseaux. C'était à tour de rôle. Si certains sont dans la cuisine, d'autres nettoient les cages. Le témoin a été bien transmis. J'ai fait presque 30 ans dans l'oisellerie avec mon père même. Et chaque matin, c'est moi-même qui donnais à mon papa les commandes. Il y a les petits oiseaux, et bon, il y a les veuves colliers, il y a les veuves dominicaines, il y a les corails, il y a les amarantes, il y a etc., etc. Tel une araignée, Diallo Pitt a su tisser sa toile à travers le pays et même au-delà. Les commandes qui venaient de l'Europe, de l'Espagne, de la France, des Arabes Saoudites, des USA. Chaque région, il avait 10 à 15 employés par région. De Dakar à Tamba, à Kédougou, à Saraya, à Salémata, à Linguère, etc., etc. À chaque fois que j'ai besoin d'oiseaux, je viens ici. Il a réussi, très bien réussi. Il a une belle réussite. Et en tant que vernacle, il n'a jamais fait les bancs. La route qui mène chez lui à Thiaroye porte son nom, Tali Diallo. Un exemple de réussite hors du commun qui remplit de fierté toute une famille. Je suis très fière de mon papa et très orgueilleuse aussi. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? Pas grand-chose. Avant la grippe aviaire, j'exportais très bien et toutes les expéditions que je faisais, chaque expédition, j'avais 3 à 4 millions par expédition. Actuellement, notre chiffre d'affaires a baissé. La pièce est à 100 francs. Le prix varie de 500 francs pour les petits oiseaux jusqu'à 250 francs. Mais l'espoir est permis. En attendant des jours meilleurs, les rares clients continuent à se succéder devant la maison de Diallo Pitt, qui, pour acheter des oiseaux à manger, qui pour acheter des oiseaux à lâcher dans la nature, non sans formuler des prières. Et puis cette assurance du ministre de l'Élevage et des Productions animales. Le marché national est autosuffisant en poulet dans la perspective de la Korité. Invité de l'émission Le Point ce soir, Aminata Mbengaï se prononce également sur le programme d'autosuffisance en riz en perspective de la Tabaski. 750 000 moutons, dont 252 000 pour Dakar. C'est l'objectif du gouvernement pour l'édition 2016, un objectif qui reste à portée de main. C'est en fait la fête du poulet, comme le mouton comme le mouton pour la Tabaski. Aujourd'hui, en ce qui concerne les viandes que nous avons au Sénégal, la viande de poulet est la moins chère. C'est-à-dire que si la pièce est vendue entre 2500 et 3000 francs, alors que la pièce fait à peu près 1,5 kg, cela signifie qu'elle est moins chère que la viande de bœuf et que la viande également de mouton. Aujourd'hui, au Sénégal, nous n'avons pas encore de découpe. S'il y avait la découpe, on aurait pu démocratiser davantage la consommation du poulet. Mais il y a des initiatives qui sont en train d'être prises par les acteurs de l'agriculture pour que la découpe soit une réalité même au niveau des quartiers. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter le poulet entier. Donc s'ils veulent d'une cuisse ou d'une partie de la poitrine, je pense que du blanc du poulet, je pense que les populations pourraient davantage s'en sortir. Oui. Mais aujourd'hui,
Je dois dire que nous n'importons plus. Ouais. Parfois, bien sûr, il y a des clandestins qui font venir à travers donc, certaines frontières des poulets. Mais si on se réfère aux statistiques que nous avons, on peut dire que de toute façon, nous sommes en ce moment autosuffisants donc, en poulet. On est autosuffisants, le prix du poulet ne baisse pas, hein. Il est resté en l'état depuis 2005. Oui, mais comme je vous l'ai dit, en tout cas, c'est la viande la moins chère au Sénégal. Donc, on ne peut pas demander aux éleveurs, aux agriculteurs de baisser les prix parce que c'est le prix de l'alimentation de la volaille qui est extrêmement cher. On est dans le sillage de la Tabaski, mais vous avez en ligne de mire de la Korité, mais vous avez en ligne de mire la Tabaski. Je crois savoir qu'on va vers un conseil interministériel pour les besoins de la Tabaski. 750 000 moutons, c'est le besoin estimé pour la Tabaski 2016. Exactement. Nous devons d'ailleurs tenir demain le conseil interministériel sur la Tabaski. Parce que comme vous le savez, chaque année, c'est le Premier ministre qui préside cette réunion. Comme les années précédentes, on ajoute un petit taux. L'année dernière, c'était vers les 2740. 2000. Bon, cette année, rajouté 10 000. Voilà, donc nous sommes à 750 000. Et 250 000 pour Dakar seulement? 252 000 pour la région de Dakar. En général, c'est ce dont nous avons besoin. Mais il faut reconnaître également qu'à Dakar, en plus de ce qui vient des autres régions, Dakar constitue aujourd'hui par rapport à l'élevage du mouton. Surtout des moutons de race et des moutons de très grande qualité. De sorte que on a vu que depuis en tout cas 2 ans ou 3 ans que les besoins diminuent parce que tout simplement il y a beaucoup de gens qui font l'élevage au niveau, on l'appelle l'élevage terrasse ou en tout cas au niveau de leur concession. Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage et des productions animales, dans l'émission Le Point, elle se prononce entre autres sur le programme d'autosuffisance en moutons plutôt qu'en riz, en perspective de la Tabaski. Le Point à suivre après cette édition. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 21 juin la fête de la musique, une fête qui coïncide avec le mois béni du Ramadan. Troupes de chorale et chanteurs religieux dans l'islam se sont succédés sur la scène pour illustrer le thème retenu et qui porte sur le dialogue interreligieux. Aminata Mbengue Fall. Des sonorités religieuses ont rythmé cette fête de la musique qui coïncide cette année avec le mois béni du Ramadan. Des chorales et des groupes de chants religieux islamiques se sont succédés sur la scène, une occasion de communier avec le public dans la plus grande ferveur religieuse. Donc nous avons voulu avec la musique quand même communier à ce temps de pénitence, ce temps de prière, ce temps de repentance et ce temps de grâce à travers la musique. Pour cette édition, la fête de la musique est placée sous le sceau du dialogue interreligieux. Vous avez remarqué qu'au-delà de la musique, disons musulmane, il y a aussi celle qui cultive le dialogue entre les religions. Parce que justement, ce mois de Ramadan est un mois de pénitence, est un mois de pardon, est un mois de conciliation, un mois d'unité, un mois où on cultive la paix. Toutes choses que tous les artistes qui sont venus ici contribuent à développer et à promouvoir. Pour les organisateurs, le Ramadan n'est pas un facteur bloquant à ce rendez-vous annuel. C'est à la limite un événement qui nous permet de mettre en exergue une autre forme de musique. On a bien dit fête de la musique, on n'a pas dit seulement une forme de musique. En réalité, en revenant au principe fondateur même de cette fête de la musique, c'est tous les musiciens offrir des concerts et de façon gratuite, mais aussi offrir la possibilité à toutes les musiques de s'exprimer. Le monument de la Renaissance a abrité la fête de la musique, une occasion pour les musiciens de promouvoir l'unité et la paix en ce mois béni. Voilà qui donne le ton à la page Ramadan de cette édition. C'est connu, les chants religieux prennent généralement le dessus sur tous les autres genres musicaux en cette période de Ramadan, ce qui fait même penser que la période est faste pour les chanteurs religieux. Pas du tout, corrige certains que Arnaud a rencontrés. Voici son reportage. Cheikh Sow excelle dans l'art de chanter les louanges du prophète. C'est en vogue par ces temps de Ramadan. D'aucuns diraient même que c'est la période de traite de ces chanteurs religieux.
Intox dit cher. Nous avons un programme qui est bien fourni durant les 12 mois, aussi bien à l'intérieur comme à l'étranger. Mais contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pendant le mois de Ramadan, les programmes diminuent. Nous les reportons jusqu'à la fin du mois. Mais le peu de programmes que nous avons durant ce mois béni, nous les respectons. D'habitude, j'entends dire que le mois béni du Ramadan, c'est faire la promotion des chanteurs religieux. Et non, ce n'est pas le cas. Tous les chanteurs religieux ont un programme qu'ils déroulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant toute l'année. Ce qui amène à penser que la période est faste pour eux ou qu'ils sont sollicités plus que d'habitude ne serait en fait qu'une surmédiatisation de leurs activités.